Les immenses lustres en cristal projetaient une lumière dorée et froide sur les visages de la haute société bordelaise. Dans cette salle majestueuse, le silence absolu venait de tomber. Une simple serveuse, vêtue d'un uniforme noir et blanc, tenait fermement un microphone devant une foule médusée. L'homme le plus puissant de la ville venait de la pousser à bout. Il pensait pouvoir l'écraser comme un vulgaire insecte, fort de son statut et de son arrogance. Mais il avait commis une erreur fatale. Il avait sous-estimé la force d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Ce soir-là, un scandale monumental allait éclater. Une carrière politique allait s'effondrer en quelques heures. Et surtout, un secret enfoui depuis plus de 20 ans allait refaire surface, bouleversant à jamais la vie de plusieurs personnes. Voici comment un acte de rébellion spontanée a transformé le destin d'une âme brisée. Amélie avait toujours connu une vie rude, marquée par les sacrifices et le manque cruel d'argent. Élevée par une mère célibataire, Isabelle, elle avait grandi dans l'ombre des grands châteaux et des vignobles luxueux du sud de la France, sans jamais en goûter les fruits. Isabelle travaillait comme femme de chambre dans un motel miteux en bordure d'autoroute. Son dos était voûté par la fatigue et ses mains étaient abîmées par les produits chimiques. Malgré cet environnement misérable, Amélie avait appris la dignité et la droiture. À l'école, elle subissait les moqueries des enfants des quartiers bourgeois, affichant fièrement leurs vêtements de marque. Amélie portait des chaussures usées, mais elle marchait la tête haute. Sa mère refusait catégoriquement de parler du père absent, fuyant systématiquement le sujet avec un regard empli de terreur. Le drame avait frappé à la porte d'Amélie l'année de son baccalauréat. Une maladie foudroyante avait emporté Isabelle en quelques mois, laissant la jeune fille totalement orpheline et livrée à elle-même. Pour survivre et payer son minuscule studio sous les toits, elle avait été embauchée comme serveuse dans un prestigieux restaurant de la ville, le Bouchon d'Or. Le propriétaire, M. Laurent, avait immédiatement décelé en elle une étincelle de pureté et un courage inébranlable. Il l'avait prise sous son aile, faisant d'elle la perle de son établissement. L'air de la salle de réception était saturé par les effluves enivrants de canards rôtis, de truffes fraîches et de sauce au vin rouge. Amélie lissait nerveusement le tissu épais de son tablier noir. Elle sentait son cœur battre au rythme des préparatifs frénétiques qui agitaient l'établissement. Ce soir n'était pas une soirée ordinaire pour le restaurant de M. Laurent. C'était la réception de mariage du chirurgien le plus réputé de Bordeaux, un événement mondain incontournable où toute la haute société venait s'afficher pour juger et être jugée. Le patron arpentait la salle avec la précision chirurgicale d'un horloger suisse. Il ajustait minutieusement l'argenterie lourde et vérifiait l'alignement parfait des verres en cristal taillé. Il s'arrêta un instant près d'Amélie. Il posa un regard bienveillant et paternel sur la jeune femme. Il savait pertinemment quel était son atout majeur pour cette soirée. Son sourire sincère et sa résilience silencieuse charmaient habituellement les clients les plus exigeants et les plus capricieux. La tension montait d'un cran à mesure que la grande horloge en bronze approchait de 20 heures. Les bruits métalliques de la cuisine s'intensifiaient dangereusement. Les casseroles en cuivre s'entrechoquaient dans une symphonie chaotique mais parfaitement orchestrée par le chef. Amélie prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. Elle chassa les pensées parasites qui encombraient son esprit fatigué. Elle devait être absolument parfaite ce soir. Elle devait se transformer en une ombre gracieuse et invisible. Elle devait naviguer avec fluidité entre les tables de cette élite bourgeoise qui ne la regardait jamais vraiment dans les yeux. Les chuchotements nerveux des autres serveurs commencèrent à circuler près de l'office. Chloé, une collègue plus âgée, attrapa le bras d'Amélie avec inquiétude. Elle lui annonça que le maire en personne figurait parmi les invités d'honneur. Le redoutable Thierry de Vaucourt allait s'asseoir à l'une de ces tables. Ce nom suffisait à faire trembler le personnel de la restauration dans toute la région. Thierry de Vaucourt n'était pas un politicien ordinaire. C'était un homme de pouvoir impitoyable qui régnait sur la ville avec une arrogance démesurée. Il était connu pour ses colères noires, son mépris des travailleurs et son amour immodéré pour les vins prestigieux et les alcools forts. Amélie sentit un frisson désagréable parcourir sa colonne vertébrale à l'évocation de cet homme.
Elle avait entendu les pires histoires à son sujet. On racontait qu'il avait un jour jeté une assiette brûlante au visage d'un commis, simplement parce que la cuisson de sa viande ne lui convenait pas. Malgré cette menace imminente, Amélie refusa de se laisser intimider. Son instinct de survie, forgé dans la pauvreté et la souffrance, prenait le dessus. Elle redressa les épaules et vérifia une dernière fois son carnet de commandes. Elle avait affronté la maladie de sa mère et la faim avec courage. Un politicien mal élevé n'allait certainement pas la faire pleurer. Elle se promit de rester professionnelle, froide et distante, quoi qu'il arrive. En préparant les corbeilles de pain frais, l'esprit d'Amélie vagabonda vers ses souvenirs d'enfance. L'odeur de la levure chaude lui rappela soudain la chambre exiguë du motel où elle attendait sa mère. Elle revoyait les murs écaillés, recouverts d'une tapisserie jaunie par le temps et la fumée de cigarettes. Elle se souvenait de l'odeur piquante de l'eau de Javel bon marché que sa mère utilisait pour nettoyer les sanitaires crasseux. Ces souvenirs formaient un contraste saisissant avec le luxe obscène qui s'étalait sous ses yeux ce soir. Les dorures du restaurant semblaient presque insolentes face à la misère qu'elle avait connue. Elle se rappelait les soirs où le repas se résumait à une simple soupe claire et un morceau de pain dur. Sa mère, épuisée, s'endormait souvent avant même d'avoir terminé son bol. Amélie ressentit une pointe de tristesse familière. Elle aurait tellement aimé que sa mère puisse voir la jeune femme forte et indépendante qu'elle était devenue aujourd'hui. Elle chassa cette mélancolie d'un clignement d'yeux déterminé. La vie scolaire n'avait pas été plus douce pour la jeune fille solitaire. Le souvenir cruel de ses années au lycée refit brutalement surface. Elle était la seule élève boursière dans un établissement fréquenté par les héritiers des grands domaines viticoles. Les moqueries fusaient constamment sur ses vêtements usés jusqu'à la corde. Les autres adolescentes, cruelles et superficielles, formaient un cercle vicieux pour l'isoler et la détruire psychologiquement. Mais Amélie n'avait jamais cédé à leurs provocations. Elle trouvait refuge dans la vieille salle de théâtre du lycée, un sanctuaire de velours rouge poussiéreux. Madame Dubois, la professeure d'art dramatique, avait été sa seule véritable alliée dans cet univers hostile. Cette femme, passionnée, lui avait enseigné comment poser sa voix et comment occuper l'espace. Elle lui avait appris que la véritable noblesse résidait dans l'âme et non dans le compte en banque. Les leçons de Madame Dubois résonnaient étrangement dans la tête d'Amélie, alors qu'elle contemplait la salle de réception qui se remplissait d'invités. Le grand moment arriva avec fracas. Les lourdes portes en chêne massif s'ouvrirent à la volée. Le cortège des invités prestigieux commença à s'engouffrer dans le restaurant avec un brouhaha mondain insupportable. Les femmes portaient des robes de créateurs qui valaient plusieurs mois du salaire d'Amélie. Les diamants étincelaient sous la lumière crue des lustres. Monsieur Laurent accueillait chaque personne avec une courtoisie experte. Soudain, l'atmosphère changea brusquement. Un lourd silence respectueux, teinté de crainte, s'installa près de l'entrée. Thierry de Vaucourt venait de franchir le seuil. Le maire affichait une mine arrogante, le visage déjà rougi par l'alcool consommé plus tôt dans la journée. Il était flanqué de 2 gardes du corps aux épaules larges et au regard vide. Son imposante silhouette semblait aspirer toute l'énergie de la pièce. Il balaya la salle d'un regard méprisant, comme s'il inspectait son propre royaume. Amélie remarqua immédiatement la lourdeur de sa démarche. L'homme était manifestement éméché, ce qui le rendait encore plus dangereux et imprévisible. Le maire fut escorté vers la table d'honneur avec une déférence presque servile. Amélie sentit son estomac se nouer lorsqu'elle réalisa qu'elle était en charge de cette zone précise. Chloé, pâle comme un linge, lui lança un regard paniqué depuis l'autre bout du salon. Amélie s'approcha de la table avec une démarche fluide. Elle tenait les luxueux menus, reliés en cuir véritable contre sa poitrine. L'odeur nauséabonde d'un cigare froid et d'un cognac fort agressa immédiatement ses narines lorsqu'elle arriva à sa hauteur. Vaucourt ne prit même pas la peine de lever les yeux vers elle. Il s'affala lourdement sur sa chaise capitonnée. « Bonsoir, monsieur le maire » murmura Amélie d'une voix claire. L'homme grogna une réponse inarticulée. Il agita la main avec agacement
pour repousser le menu qu'elle lui tendait poliment. « Apporte-moi de la viande crue, petite. Quelque chose de saignant pour éponger tout ce que j'ai bu. »« Et fais vite, je déteste attendre !» Le ton était sec, brutal et infiniment irrespectueux. Amélie encaissa le choc sans broncher. Elle inclina légèrement la tête et pivota pour se diriger vers les cuisines. Dans l'antre bouillonnante de la cuisine, l'annonce de la commande provoqua un rire cynique de la part du chef. Il jeta un énorme morceau de bœuf de première qualité sur le grill brûlant. La viande crépita bruyamment dans un nuage de fumée parfumée au romarin. « Ce porc va finir par exploser », marmonna le chef en essuyant son front couvert de sueur. « Fais attention à toi, Amélie. Il a la réputation de s'en prendre aux jeunes femmes quand il a trop bu. » Amélie hocha la tête, le visage grave. Elle connaissait ce genre d'hommes, ceux qui pensent que l'argent et le pouvoir leur donnent le droit de piétiner la dignité humaine. Elle repensa soudain à Flocon, le petit chien errant qu'elle avait sauvé de la pluie quelques mois auparavant. Flocon était un être pur, reconnaissant et plein d'amour. Ce politicien grassement payé, en revanche, semblait dépourvu de la moindre once d'humanité. Elle prit la lourde assiette brûlante. Elle ajusta sa posture et retourna dans l'arène, prête à affronter le monstre. Lorsqu'Amélie déposa délicatement l'assiette fumante devant le maire, l'homme était en pleine conversation bruyante. Il racontait une blague obscène à son voisin de table, déclenchant des rires gras et forcés autour de lui. En se penchant, Amélie sentit le regard lourd et vicieux de Vaucourt glisser sur son uniforme. « Et la petite » interpella-t-il soudain d'une voix pâteuse. « Reste là une seconde. » Amélie se figea, le plateau vide serré contre sa hanche. « Oui, monsieur le maire. Que puis-je faire pour vous ?» L'homme essuya sa bouche luisante de graisse avec le dos de sa main. Il l'examina de la tête aux pieds avec une moue dégoûtante. « Tu es bien mignonne pour une simple porteuse d'assiette. Tu ne voudrais pas t'asseoir sur mes genoux et boire un verre avec nous. » La provocation était grossière, délibérée. Les gardes du corps esquissèrent des sourires carnassiers. Les invités riches détournèrent lâchement le regard, refusant d'intervenir. Amélie sentit son sang bouillir dans ses veines. La colère, longtemps réprimée, commençait à fissurer sa carapace de professionnalisme. « Je suis désolée, monsieur le maire. Je suis en service, et le règlement de la maison m'interdit formellement de consommer de l'alcool. » Amélie avait prononcé ces mots avec une politesse glaciale. Sa voix n'avait pas tremblé. Ce refus frontal, bien qu'enrobé de courtoisie, fut perçu comme un affront mortel par l'élu local. Vaucourt frappa violemment la table avec son poing massif. Les verres en cristal tintèrent dangereusement, manquant de basculer. Le règlement. Tu me parles de règlement à moi. Je suis la loi dans cette putain de ville. Je peux faire fermer ce taudis demain matin d'un simple claquement de doigts. Le silence s'abattit instantanément sur la vaste salle à manger. Les musiciens du quatuor à cordes s'arrêtèrent net de jouer. L'humiliation publique venait de commencer. Monsieur Laurent se précipita depuis l'autre bout de la pièce, l'angoisse peinte sur le visage. Il voulait protéger son employé et sauver son entreprise. Mais le maire était incontrôlable. Il se leva péniblement, pointant un doigt accusateur et tremblant vers le visage stoïque de la jeune serveuse. « Tu n'es rien, tu m'entends. Tu n'es qu'une misérable domestique qui ramasse nos miettes. Tu devrais te prosterner pour avoir l'honneur de me servir. » La voix éraillée du maire résonnait contre les hauts plafonds ornés de fresques. Les insultes pleuvaient, dures et tranchantes. Il la traitait de fille de rien, de moins que rien. Chaque mot était une gifle infligée devant des dizaines de témoins silencieux et complices. Amélie regardait cet homme pathétique hurler sa haine. Elle ne voyait pas un personnage puissant, elle ne voyait qu'un monstre hideux, bouffi par la vanité et la corruption. Elle repensa à sa mère, morte dans l'anonymat et la misère, écrasée par des hommes comme lui. Une force étrange et surpuissante s'empara soudain d'elle. C'était la rage accumulée de toute une vie d'injustice. Madame Dubois lui avait dit un jour que le silence était parfois la pire des complicités. Amélie lâcha lentement son plateau de service. Le fracas métallique sur le sol en marbre résonna comme un coup de fusil dans la pièce. L'heure de la soumission était définitivement révolue. D'un pas déterminé, Amélie ignora les appels angoissés de Chloé.
Elle contourna la table d'honneur et se dirigea droit vers la petite estrade où se tenaient les musiciens pétrifiés. Elle monta les quelques marches avec la grâce d'une reine allant à l'échafaud. Elle attrapa le microphone sur son pied métallique. Le contact froid de l'acier lui donna un regain d'énergie. Un léger sifflement aigu traversa les énormes enceintes de la salle, forçant plusieurs invités à se boucher les oreilles. Vaucourt, surpris par cette audace inouïe, s'était tu. Il la regardait avec une incompréhension totale, la bouche entr'ouverte. Monsieur Laurent s'était arrêté à mi-chemin, les bras ballants. Il sentait qu'il assistait à un moment historique, un point de non-retour. Amélie porta le micro à ses lèvres. Son regard noir balaya l'assistance. Elle fixa les yeux fuyants des riches industriels, des politiciens locaux et des épouses silencieuses. Puis elle planta son regard déterminé directement dans les yeux globuleux et injectés de sang du maire de Bordeaux. « Vous avez raison sur un point, monsieur le maire, commença Amélie d'une voix forte, claire et parfaitement posée. Je ne suis qu'une simple serveuse. Je nettoie vos tables et je vide vos verres. Mais je possède une chose que tout l'argent de vos comptes cachés ne pourra jamais acheter. J'ai de la dignité. » Une onde de choc électrique traversa l'assemblée. Quelques invités étouffèrent un hoquet de surprise. Vaucourt devint écarlate. Il fit un geste fébrile vers ses gardes du corps pour qu'ils interviennent. Mais Amélie ne s'arrêta pas. Son élocution était parfaite, digne d'une grande actrice dramatique. Vous parlez de fermer ce restaurant pour flatter votre ego malade. Vous menacez de détruire la vie de travailleurs honnêtes simplement parce qu'une femme a refusé de céder à vos pulsions minables de vieillard aviné. La salle entière retenait son souffle. Jamais personne n'avait osé s'adresser à Thierry de Vaucourt avec une telle insolence. La vérité sortait enfin au grand jour, crue et aveuglante sous les lustres de cristal. Amélie déversa tout ce que la ville murmurait tout bas depuis des années. Elle parla de sa corruption notoire, des contrats truqués, de son mépris pour les citoyens qui l'avaient élue. Elle décrivit son comportement prédateur envers les femmes vulnérables, son ivrognerie mondaine financée par l'argent des contribuables. Ces mots frappaient fort, avec la précision redoutable d'un scalpel. Dans la salle, la peur avait changé de camp. Plusieurs invités, sentant le vent tourner, avaient discrètement sorti leur smartphone. Les petits écrans lumineux brillaient dans la pénombre, enregistrant chaque syllabe incendiaire de la jeune orpheline. Les gardes du corps s'étaient approchés de l'estrade, mais la multitude d'appareils photo braqués sur eux les paralysait. Intervenir par la force devant des dizaines de caméras serait un suicide médiatique absolu. Vaucourt s'effondra lourdement sur sa chaise. Sa puissance venait de voler en éclats devant l'assemblée. Il transpirait à grosses gouttes, le regard hagard. Il réalisait trop tard que son règne de terreur venait de prendre fin. Monsieur Laurent s'approcha lentement de l'estrade. Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, il ne paraissait pas furieux. Un sourire triste mais fier étirait le coin de ses lèvres. Il tendit la main à Amélie pour l'aider à descendre les marches. Elle lui remit le microphone, les mains tremblantes, l'adrénaline retombant brutalement. « Tu devrais rentrer chez toi, Amélie, » murmura doucement le restaurateur. « Ne t'inquiète pas pour ton poste, je m'occupe du reste. Va te reposer. » Amélie hocha faiblement la tête. Elle traversa la salle dans un silence de cathédrale. Les invités s'écartaient sur son passage, comme si elle était devenue une divinité vengeresse. Elle quitta l'établissement par la porte de service, laissant derrière elle le chaos naissant. L'air frais de la nuit bordelaise frappa son visage brûlant. Elle prit une profonde inspiration. L'odeur de la Garonne toute proche et de la pluie sur les pavés l'apaisa instantanément. Elle ne savait pas de quoi demain serait fait, mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait totalement libre. Pendant qu'Amélie marchait rapidement vers son petit appartement, la tempête numérique se déchaînait. Les vidéos filmées par les invités furent téléchargées instantanément sur tous les réseaux sociaux. Le hashtag appelant à la démission du maire devint viral en moins de 2 heures. Les images montraient la dignité éclatante de la jeune serveuse face à la vulgarité abjecte du politicien ivre. La France entière découvrit la scène avec stupéfaction. Les chaînes d'information en continu s'emparèrent du sujet dès l'aube. Les chroniqueurs politiques décortiquaient le scandale. Les opposants de Vaucourt sortirent du bois pour l'achever publiquement. Le préfet exigea des explications immédiates. Acculé, abandonné par ses alliés et par son propre parti,
Le maire tenta pitoyablement de présenter des excuses brouillonnes, mais le mal était fait. Sa chute fut vertigineuse, brutale et définitive. L'homme qui se croyait intouchable fut balayé par la prise de parole courageuse d'une fille de rien. Mais le véritable bouleversement de cette soirée restait encore à venir. À quelques dizaines de kilomètres de Bordeaux, au cœur des prestigieux vignobles de Saint-Émilion, se dressait le château de Lacroix. Dans le vaste bureau en boiserie sombre, Victor Delacroix, un milliardaire taciturne et respecté, regardait les informations du matin. Il tenait une tasse de café fumant dans ses mains, ridées par les années de labeur. Victor était un homme qui avait bâti un empire, mais dont l'âme avait été brisée par une tragédie intime. Sa fille unique, Juliette, était morte en donnant naissance à des jumeaux 20 ans plus tôt. Ce deuil insoutenable avait forgé un mur de glace autour de son cœur. Soudain, le présentateur du journal annonça le scandale politique de la nuit. La vidéo d'Amélie s'afficha en plein écran sur la grande télévision murale. Victor figea son mouvement. La tasse en porcelaine de Limoges glissa de ses doigts engourdis. Elle s'écrasa sur le tapis perçant, avec un bruit sourd, répandant un liquide noir sur les motifs complexes. Le vieil homme se leva d'un bond, la respiration courte. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur et de fascination. Victor s'approcha de l'écran tremblant de tout son être. Il posa sa main noueuse sur le verre froid de la télévision, caressant virtuellement le visage pixelisé de la jeune serveuse. Ce n'était pas une simple ressemblance, c'était une apparition fantomatique, les mêmes yeux en amande, la même courbure du menton, la même posture fière. C'était Juliette, sa Juliette revenue d'entre les morts. Le cœur du milliardaire battait à tout rompre. Il ressentit une douleur aiguë dans la poitrine, un mélange de choc et d'espoir insensé. Il savait que c'était rationnellement impossible. Juliette était enterrée dans le caveau familial de marbre blanc, et pourtant la preuve vivante de l'impossible défilait sous ses yeux embués de larmes. Victor s'effondra dans son fauteuil en cuir capitonné. Son cerveau analytique tentait de trouver une explication logique. Il passa sa main tremblante dans ses cheveux blancs. Il hurla le nom de son assistant avec une voix brisée par l'émotion. Il devait savoir. Il devait retrouver cette jeune femme avant la fin de la journée. Le monde entier pouvait s'écrouler, seule cette quête comptait désormais. En quelques heures, la redoutable machine logistique de l'Empire de la Croix fut mise en branle. Les détectives privés les plus efficaces de la région furent réquisitionnés avec un ordre simple, tout découvrir sur Amélie. Les dossiers arrivèrent sur le bureau de Victor en fin d'après-midi. L'historique de la jeune fille était tragique, née la même année que ses petits-fils, élevée dans la pauvreté par une mère célibataire nommée Isabelle. La mention de la profession d'Isabelle dans le dossier fit l'effet d'une bombe nucléaire dans l'esprit de Victor. 20 ans plus tôt, avant de sombrer dans l'alcool et de finir dans un motel miteux, Isabelle était sage-femme. Elle travaillait dans la clinique privée où Hélène, la femme de Victor, avait supervisé l'accouchement tragique de leur fille Juliette. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans l'esprit du vieil homme avec une brutalité insoutenable. Un secret monstrueux se dessinait dans l'ombre du passé, un secret qui impliquait une trahison absolue et d'une cruauté inouïe au sein même de sa propre maison. La fureur envahit Victor Delacroix, une colère froide, méthodique, destructrice. Il quitta son bureau et traversa les longs couloirs silencieux du château. Ses pas résonnaient sinistrement sur le parquet en chêne massif. Il cherchait sa femme, Hélène. À l'époque du drame, Victor était incarcéré à tort pour une sombre affaire de fraude fiscale dont il fut blanchi des années plus tard. Il n'était pas présent lors de l'accouchement fatal. Il n'avait pu que pleurer la mort de sa fille derrière les barreaux froids d'une prison. Il avait aveuglément cru chaque mot prononcé par son épouse lors de ces parloirs déchirants. Il la trouva dans le somptueux jardin d'hiver, soignant ses orchidées rares avec une délicatesse hypocrite. Victor jeta violemment le lourd dossier sur la table basse en verre. Le bruit fit sursauter la vieille dame bourgeoise. « Regarde bien cette photo, Hélène, gronda-t-il d'une voix gutturale chargée de menaces. Regarde le visage de la serveuse qui a fait tomber le maire. Regarde cette fille et ose me mentir en me regardant dans les yeux. » Hélène posa son sécateur avec une lenteur calculée. Elle s'essuya les mains sur un torchon en lin
avant de saisir la photographie imprimée par les détectives. Son visage, d'ordinaire figé par la chirurgie esthétique et le contrôle de soi, se décomposa instantanément. Ses mains se mirent à trembler violemment. Le masque de la grande dame intouchable venait de se fissurer de manière irréparable. Elle recula de 2 pas, heurtant un pot en terre cuite qui se brisa sur le carrelage. « Que signifie tout ceci ?» balbutia-t-elle, incapable de soutenir le regard noir de son mari. Victor avança vers elle comme un prédateur. Juliette n'a pas eu seulement des garçons, n'est-ce pas? Il y avait un 3e bébé, une fille, une jumelle identique à sa mère. Hélène s'effondra à genoux parmi les débris de terre cuite. Les larmes ravagèrent son maquillage sophistiqué. La culpabilité de 2 décennies d'un mensonge destructeur l'écrasait enfin de tout son poids. Elle pleurait bruyamment, implorant le pardon de son époux dévasté par cette découverte. La confession de la vieille femme fut un torrent ininterrompu de honte et d'horreur. Elle raconta l'angoisse de l'époque, la peur de la ruine, la panique face à l'arrestation de Victor. Juliette, mourante sur la table d'accouchement, avait donné naissance à 3 enfants, les 2 garçons et cette petite fille, chétive et fragile. Hélène était persuadée que la famille allait tout perdre dans le scandale financier. Élever 3 orphelins seuls lui paraissait une montagne insurmontable. Isabelle, la sage-femme, pleurait sa propre stérilité. L'accord fut scellé dans les couloirs stériles de l'hôpital, la nuit même du décès de Juliette. Hélène donna la petite fille à Isabelle en échange de son silence absolu. Isabelle, fuyant avec le bébé, falsifia les documents et disparut dans les bas-fonds de la région. Hélène avait sacrifié sa propre petite fille pour préserver son confort et échapper à ses responsabilités. Victor écoutait ce récit ignoble en silence. Son âme saignait. Il regarda la femme qu'il avait épousée avec un dégoût total, insondable. Il se détourna d'elle sans prononcer un seul mot et quitta le domaine. Le lendemain matin, une pluie fine lavait les rues pavées de Bordeaux. Amélie était assise dans son petit appartement mal chauffé. Elle caressait machinalement le pelage doux de Flocon, son petit chien sauvé de la rue. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les médias cherchaient désespérément à l'interviewer. Elle ignorait tout. Elle voulait juste retrouver la tranquillité de sa vie anonyme. Monsieur Laurent lui avait assuré que son emploi l'attendait, mais elle se sentait vide, épuisée par l'adrénaline de la veille. Soudain, 3 petits coups discrets résonnèrent contre la porte en bois usé. Flocon poussa un grognement grave, se positionnant de manière protectrice devant sa maîtresse. Amélie se leva, ajusta son vieux gilet de laine et regarda par le minuscule Judas. Un homme âgé, aux cheveux blancs élégants, se tenait sur le palier. Il portait un long manteau en cachemire sombre. Son visage était ravagé par l'émotion. Il semblait lutter pour retenir ses larmes. L'instinct d'Amélie ne perçut aucune menace. Elle tourna doucement la clé dans la serrure et entrebâilla la porte. « Bonjour Amélie » prononça Victor Delacroix. Sa voix grave tremblait de façon incontrôlable. Le vieux milliardaire se tenait debout sur ce palier miteux, lui qui ne fréquentait que les palaces et les salons dorés. Amélie fronça les sourcils. Elle reconnut vaguement ce visage souvent affiché dans les magazines économiques locaux. « Monsieur Delacroix, que faites-vous ici? Les journalistes vous envoient. » Victor secoua la tête, les larmes finissant par couler librement sur ses joues creusées. « Non, mon enfant, je viens seul. Je viens réparer la plus grande erreur de l'histoire de ma famille. » Flocon, sentant la détresse de l'inconnu, cessa de grogner et s'approcha pour renifler timidement les chaussures de luxe de l'homme. Amélie, intriguée et émue par la fragilité de ce colosse de l'industrie, ouvrit la porte en grand. « Entrez, je vous prie, je vais vous préparer un thé. Il fait très froid dehors. » L'appartement était modeste, mais d'une propreté clinique. Victor s'assit sur le petit canapé usé. Il sortit une vieille photographie de la poche intérieure de son manteau. Il la posa doucement sur la table basse. Amélie revint avec 2 tasses fumantes et s'assit en face de lui. Son regard fut immédiatement happé par l'image posée sur la table. Elle sentit l'air se raréfier dans la pièce. Elle s'approcha, le souffle coupé. Sur la photographie sépia, une jeune femme rayonnante tenait un bouquet de fleurs sauvages. Elle portait une robe d'été légère et souriait à l'objectif. Le choc fut tellurique pour la serveuse. Le visage sur la photo était le sien. Chaque trait,
Chaque expression, chaque détail était une réplique parfaite de son propre reflet dans le miroir. Mais cette photo datait d'au moins 20 ans. « Je ne comprends pas, murmura-t-elle, les mains tremblantes. Est-ce un montage ?» Victor prit doucement les mains froides d'Amélie entre les siennes. « C'est Juliette, ma fille. Elle est morte le jour de sa naissance, il y a 20 ans. Et tu es la fille qu'elle a mise au monde ce jour-là. Tu es ma petite fille, Amélie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Seul le clapotis de la pluie contre la vitre brisait l'immobilité glaciale du moment. La révélation s'écrasa sur Amélie comme un bloc de béton. Toute sa vie, son enfance misérable, les non-dits d'Isabelle, la souffrance silencieuse, tout prenait un sens macabre et lumineux à la fois. Victor raconta toute l'histoire, la voix brisée, la lâcheté de sa femme, le pacte conclu dans la clinique, l'exil d'Isabelle dans la pauvreté. Il n'épargna aucun détail sordide. Il voulait bâtir leur nouvelle relation sur la vérité absolue. Amélie écoutait, pétrifiée. La colère monta, féroce et légitime. Cette femme riche avait décidé de mon destin, chuchota-t-elle avec dégoût. Elle m'a condamnée à la misère pendant qu'elle vivait dans un château. Victor baissa la tête, ravagé par la culpabilité. Je l'ai chassée du domaine ce matin. Je te demande pardon au nom de mon sang. Je ne savais rien, je le jure sur la tombe de ma fille. Amélie fixa les yeux de cet homme détruit. Elle y lut une sincérité désarmante. Malgré la douleur immense de la trahison, elle réalisa qu'Isabelle l'avait aimée d'un amour véritable, même si tout avait commencé par un vol abject. Les jours qui suivirent furent une tornade d'émotions et de bouleversements logistiques. Victor fit appel à ses avocats pour rectifier officiellement l'état civil d'Amélie. Des tests ADN confirmèrent formellement la filiation à 99,9%. La presse, déjà obnubilée par la chute du maire, ne fut pas mise au courant de ce drame familial privé. Le silence fut acheté à prix d'or. Amélie quitta son petit appartement sous les toits pour s'installer dans une aile somptueuse du château de la Croix. La transition fut brutale. Elle passa des couloirs sombres à des pièces immenses baignées de lumière. Mais elle resta humble. Elle refusa de changer de nom de famille immédiatement. Flocon, quant à lui, s'adapta merveilleusement à l'immense parc boisé du domaine, courant après les perdrix sous l'œil amusé du personnel. Monsieur Laurent, averti de la situation, lui souhaita le meilleur avec les larmes aux yeux. Il savait qu'elle méritait ce miracle. Mais la véritable épreuve pour Amélie restait à venir. Elle devait rencontrer sa nouvelle famille, les jumeaux, ses frères, et surtout Antoine, le veuf de Juliette. La rencontre fut organisée un dimanche après-midi, dans le grand salon orné de tapisseries anciennes. Les jumeaux Maxime et Léo, deux jeunes hommes brillants aux traits fins, furent bouleversés. Voir le visage de leur mère décédée sur une femme de leur âge les perturba profondément. Mais la douceur naturelle d'Amélie brisa la glace. Antoine, le veuf de Juliette, resta en retrait au début. C'était un homme meurtri, devenu un architecte brillant mais solitaire. Lorsqu'il croisa le regard d'Amélie, il recula, choqué par l'illusion. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, la voix étranglée. Amélie comprit la douleur de cet homme à qui on imposait un fantôme vivant. Elle s'approcha de lui avec une lenteur prudente, comme on approche un animal blessé. « Bonjour Antoine, je ne suis pas Juliette, je m'appelle Amélie. Je suis désolée de remuer ces souvenirs douloureux. » Cette simple phrase, pleine d'empathie et de réalisme, déverrouilla le cœur de l'homme. Il s'effondra en larmes dans ses bras, pleurant 20 ans de solitude et de deuil inachevé. Les mois passèrent, adoucissant les angles de cette histoire improbable. Amélie refusa de vivre au crochet de son grand-père. Elle utilisa la fortune familiale pour ouvrir son propre restaurant au cœur de Bordeaux, appliquant les valeurs de respect et d'humanité apprises auprès de M. Laurent. L'établissement connut un succès fulgurant. Elle s'entoura de personnes qui, comme elle autrefois, luttaient pour survivre. Antoine devint un visiteur régulier. Leur relation évolua lentement. Ce qui avait commencé comme une fascination malsaine se transforma en un respect mutuel, puis en une tendresse profonde. Antoine apprit à aimer Amélie pour son caractère volcanique, sa résilience et son franc-parler. Elle n'était pas l'ombre de sa femme, elle était une lumière nouvelle.
Flocon l'avait d'ailleurs complètement adopté, s'endormant régulièrement sur les plans de l'architecte. Victor Delacroix, quant à lui, trouva une paix intérieure inespérée. Il passait ses fins de journée assis dans son jardin, regardant sa petite fille diriger sa vie avec une poigne de fer dans un gant de velours. Le destin de Thierry de Vaucourt fut infiniment moins glorieux. Totalement ruiné par les enquêtes fiscales déclenchées par le scandale public, l'ancien homme fort de Bordeaux plongea dans un alcoolisme destructeur. Sa femme, lasse de ses infidélités et de son comportement tyrannique, demanda le divorce et exigea la moitié de son patrimoine restant. Écarté du monde politique avec interdiction définitive d'exercer un mandat, il se retrouva isolé, foudroyé par son propre orgueil. Les industriels qu'il rackettait autrefois riaient désormais de sa déchéance. Un jour, en passant devant le nouveau restaurant brillant d'Amélie, il reconnut la jeune femme. Vêtu d'un vieux manteau usé, tremblant de froid, il baissa les yeux, terrassé par la honte. Amélie l'aperçut à travers la baie vitrée. Elle ne ressentit ni haine ni triomphe, seulement une immense pitié pour cette coquille vide. Elle ordonna à un serveur de lui porter un bol de soupe chaude à l'extérieur. C'était là sa vengeance ultime, répondre à la monstruosité par une bonté écrasante et lumineuse. L'acte de courage d'Amélie, né dans la fureur d'une humiliation publique, a déclenché un effet domino imprévisible. Non seulement elle a terrassé la corruption, mais elle a récupéré l'héritage volé de sa propre existence. La chute de l'ancien maire a prouvé que l'arrogance finit toujours par payer le prix de sa cruauté. Amélie, pardonnant à Isabelle et reconstruisant sa vie avec Victor et Antoine, a démontré que l'amour et la vérité transcendent les pires trahisons. Et vous, auriez-vous eu le courage de vous lever face à l'injustice, au risque de tout perdre? Si cette histoire de résilience et de vérité vous a bouleversé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun récit palpitant et laissez-nous votre avis dans les commentaires.